Je vais proposer à Stéphanie Damaret, que l'on ne présente plus, professeure de droit public, vice-présidente de l'Université de Lille et grande spécialiste des finances publiques s'il en est, de nous rejoindre pour cette table ronde qui va donc être dédiée à la question de l'articulation entre les différents types de responsabilités, en particulier financières et administratives, financières et managériales, pardon. Et c'est une table ronde qui va prendre une forme un petit peu particulière, car comme elle compte un grand nombre d'intervenants, on va l'organiser en deux temps. Dans un premier temps, ce sont donc Nicolas Gropper, avocat général, Maya Virgin, secrétaire générale de la Cour des comptes, et Sébastien Cotte, professeur de droit public, qui vont rejoindre Madame Damaret, qui appellera ensuite dans un second temps à ses côtés les trois autres intervenants de cette table ronde. Très bon débat à vous. Merci beaucoup. Alors, il est question sur cette deuxième table ronde d'évoquer le management public et la responsabilité, le rôle de chacun. M. Barichard nous a déjà bien mis la pression en nous renvoyant un certain nombre d'interrogations qui avaient été formulées dans le cadre de la première table ronde. Il y aura donc deux séquences dans le cadre de cette table ronde. La première avec ces personnes placées autour de moi et qui vont enchaîner, si je puis dire, un certain nombre de propos qui vont nous permettre déjà de cerner le sujet. Alors, la responsabilité de chacun, c'est probablement sur cette thématique un sujet qui, à la fois, laisse apparaître un certain nombre de craintes formulées par les gestionnaires publics, un certain nombre d'interrogations aussi, probablement un certain nombre de craintes issues notamment de l'une des dernières décisions rendues par la Cour des comptes. Je pense au centre hospitalier de Sainte-Marie avec l'engagement de la responsabilité de l'attachée territoriale hospitalière, ce qui effectivement a suscité un bon nombre d'inquiétudes, un certain nombre d'interrogations du fait de certaines de ces décisions, et je pense à la décision dont on a déjà beaucoup parlé ce matin, la décision Alpexpo. On sait les difficultés, le parquet a fait appel, on est donc dans l'attente de la décision de la Cour d'appel financière. On a un certain nombre d'interrogations, notamment portant sur la responsabilité finalement des dirigeants qui se sont succédés et dont la responsabilité a été écartée par la Chambre du contentieux, et probablement des interrogations et même peut-être des craintes renouvelées avec la dernière décision en date de la Cour des comptes, la Régie des transports landais, dont on se demande si le parquet va faire appel, puisqu'en définitive, on est sur une problématique, en tout cas en termes de procédure, un petit peu similaire à celle qu'on avait pu voir apparaître avec la décision Alpexpo. Mais ça, l'avenir nous le dira. Sans prendre plus de temps, je vais directement céder la parole, tout d'abord à Sébastien Cotte, qui est attends que je te présente quand même, qui est enseignant-chercheur délégué à la stratégie de la recherche à l'INSP depuis février de cette année, professeur de droit public à l'Université de Poitiers depuis 2014. Tu as débuté ta carrière en tant que maître de conférence, on a commencé ensemble à l'Université de Nanterre. Tu es spécialiste des questions de comptabilité publique. Tes travaux s'inscrivent dans une approche, on va dire, juridique de la gestion publique, ce qui est d'ailleurs le titre de ton habilitation à diriger des recherches, et plus largement, tes recherches visent à comprendre et à penser l'objet des finances publiques dans une approche scientifique. À Poitiers, tu as dirigé le projet de recherche sur les interactions entre droit et comptabilité publique, en collaboration notamment avec le Conseil de normalisation des comptes publics, et tu es actuellement à l'INSP pour mener notamment des recherches dans le cadre d'un projet qui vise à décrire et à expliquer la dette publique. Je pense avoir tout dit, ou tout au moins. Et donc tu vas intervenir pour effectivement nous aider à penser cette chaîne de responsabilité avec la dimension sociologique de cette chaîne. Merci, chère Stéphanie. Si on pouvait envoyer la vidéoprojection, s'il vous plaît. J'ai besoin d'un support. Je vous prie de m'excuser. Donc en fait, il y a quelques mois, un certain nombre des personnes qui sont présentes et qui interviennent aujourd'hui intervenaient déjà à la Cour des comptes dans un autre cadre. C'était avec le comité d'histoire, sous l'égide du comité d'histoire de la Cour des comptes, et nous évoquions ensemble 2 siècles de responsabilité financière. On l'avait appelé au pluriel, conjugué au pluriel, le temps des responsabilités. Dans le cadre de ce colloque, j'ai proposé une intervention qui visait à caractériser ou à mettre en avant ce que j'appelle un droit des comptes publics.
Alors, ce droit des comptes publics se caractérise essentiellement par ce que j'appelle la formalisation d'une obligation comptable de l'État. C'est quelque chose qui est assez peu étudié, en tout cas peu connu par la doctrine, même si un grand nombre de praticiens le voient au quotidien. Qu'est-ce que c'est que cette obligation comptable de l'État? De mon point de vue, elle repose essentiellement sur 3 points. Une obligation de tenir des comptes, qui est inscrite dans le droit, très explicitement. La détermination ou la proposition de détermination de méthodes comptables qui vont être employées et éventuellement précisées par des organismes normalisateurs, mais surtout un régime de responsabilité corollaire à cette obligation de tenir des comptes. Et évidemment, c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc ce qui m'intéresse, c'est de pointer en quoi cette ordonnance de 2022, dont nous parlons aujourd'hui, me permet à moi, chercheur, de caractériser la fin ou la finalisation d'une obligation comptable de l'État. Alors pour ce faire, je vous propose une présentation en 4 temps, ce qui est très peu usité chez les juristes, une présentation en 4 temps. Oui, Nicolas. Une présentation en 4 temps et en 10 minutes, qui va m'amener successivement à explorer 4 verbes qui composent la structure d'une méthode scientifique que nous développons depuis quelques années avec Céline Husson-Rochepongard. Ces 4 termes sont les suivants, 4 verbes: décrire, comprendre, penser, expliquer. Dans un premier temps, je vais très facilement décrire une contradiction. Alors, qu'est-ce que c'est que cette contradiction? Quand on lit le Code des juridictions financières dans sa version antérieure à l'ordonnance, on lisait un article L131-1. Les comptables publics qui relèvent de la juridiction de la Cour des comptes sont tenus de lui produire leurs comptes dans les délais fixés par décret en Conseil d'État. Cet article, ce dispositif, a été expressément abrogé par l'ordonnance de 2022. Mais il a été remplacé, quelques lignes plus loin, par un nouvel article, L131-13 du Code des juridictions financières. Tout justiciable de la Cour des comptes est passible de l'amende lorsqu'il ne produit pas les comptes dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. Alors, si on veut regarder ces textes de manière un peu précise, on peut se dire, bon, voilà une extension du champ des justiciables, des responsables de cette obligation comptable. Ce n'est pas tout à fait comme ça que je vois les choses. Moi, ce que je vois ici, c'est qu'on a une obligation de production des comptes qui disparaît et une obligation de production des comptes qui apparaît. Alors, s'agit-il d'une contradiction? Moi, ce que je vous propose, c'est de comprendre que cette contradiction formelle n'est en fait qu'une contradiction apparente. Alors pourquoi est-ce que cette contradiction est apparente? Comment est-ce que je peux l'établir en tant que juriste? Bon, tout d'abord, je note que les deux articles renvoyaient eux-mêmes à des décrets en Conseil d'État. Et quand on lit ces décrets en Conseil d'État, on observe que le terme produire, le verbe produire, évidemment recouvre 2 significations différentes. Une première signification qu'on comprend tous, assez commune, produire, ça signifie fabriquer. Et dans notre cas, dans notre contexte, tenir des comptes. Mais produire, ça signifie aussi, dans un vocable, dans une acception plus juridique, faire apparaître, donner à voir. C'est en ce sens qu'on produit des pièces devant le juge. Dès lors, évidemment, on comprend que la contradiction n'est qu'apparente. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui disparaît, c'est bien la production à fin d'appurement juridictionnel des comptes des comptables. Et ce qui apparaît, c'est mon obligation de tenir des comptes. Et je suis très content. Alors, pourquoi et ça, c'est une question que je voudrais vraiment adresser à tous les gens qui ont participé à la rédaction de ces décrets. Pourquoi ne pas inscrire l'obligation de tenir des comptes dans les décrets, plutôt que de l'appeler production des comptes? Bon, alors, moi, j'ai 2 pistes à vous proposer. La première, c'est qu'on s'inscrit, quand on rédige du droit, quand on légifère, on s'inscrit dans un continuum. Malheureusement, on ne part pas d'une page blanche. Ce serait plus simple, ce serait trop simple. Or, si on prend juste l'une des étapes préalables, je vous rappelle l'article 31 de la loi organique relative aux lois de finances qui dispose en substance que ce sont les comptables publics qui sont chargés de la tenue des comptes. On arrive au 2e élément d'explication, ce n'était pas tout à fait l'esprit de la réforme que de cantonner la responsabilité des gestionnaires à celle des comptables publics. Dès lors, le verbe tenir semblait peu adéquat et je comprends pourquoi les rédacteurs du décret ont employé le mot produire. Alors une fois qu'on a décrit, une fois qu'on a compris, on va tenter de penser. Alors penser, c'est vraiment une activité typiquement intellectuelle de l'enseignant-chercheur qui tente de se poser des questions. Alors qu'est-ce que ça veut dire penser dans ma perspective? Dans d'autres perspectives, ça pourrait être théoriser, philosopher. Moi, en ce qui me concerne, c'est souvent contextualiser. Donc ce que je vous propose, c'est de penser la production des comptes.
Et ce que je vous propose plus précisément, c'est de repenser la chaîne de dépenses comme une chaîne de production des comptes. Si on accepte cette perspective, on comprend plein de choses. Pourquoi est-ce qu'on tient des comptes? Qui tient des comptes et pourquoi est-ce qu'on tient des comptes? On tient des comptes pour proposer une information financière. C'est d'ailleurs maintenant très clairement inscrit, en tout cas cette notion d'information financière, à l'article 53 du décret GBCP, un dispositif malheureusement méconnu, trop méconnu, qui dispose pour sa part que la comptabilité publique est un système d'organisation de l'information financière. Dès lors, ce qu'on comprend bien, c'est que notre information financière repose sur la production de comptes. Cette information financière, elle est organisée selon des méthodes qui sont propres à ce que l'on attend de l'entité. Ça peut être du budgétaire, de la comptabilité de caisse, ça peut être de la comptabilité patrimoniale, pour restituer une information plus financière. Très bien. Mais cette comptabilité publique, elle est aussi mise en œuvre concrètement dans un système qui repose sur des logiciels de gestion intégrés. On en parlait tout à l'heure, c'est effectivement le rôle central de l'informatique aujourd'hui. Donc quand on contextualise cette production des comptes, on voit qu'elle se projette dans un nouvel environnement qui est celui de l'informatique et d'une notion d'information, de comptabilité publique rénovée, puisqu'elle repose sur l'acceptation de ce qu'il s'agit d'une information financière. Dès lors, la production des comptes constitue ce que j'appelle un point d'entrée partagé dans la comptabilité publique en tant que système d'information financière. Ce sont bien l'ensemble des gestionnaires publics qui concourent à la tenue des comptes. Demain, je vais valider le service fait pour le traiteur de ce colloque dans Y2, qui est notre logiciel de gestion intégré. Est-ce que je vais vraiment vérifier le service fait? Nicolas, moins de 10 000 €. Monsieur le procureur général. C'est pas vraiment... Voilà. Bon, ce sont des questions vraiment très concrètes dont on comprend que la notion de gestionnaire public, effectivement, dépasse les simples questions d'ordonnateur et de comptable. Et dès lors, il faut aussi repenser au-delà de la décomposition juridique de la dépense publique. Engagement, liquidation, ordonnancement, paiement, c'est très bien. On a beaucoup parlé d'ordonnateur et de comptable ce matin. On peut tout à fait l'aborder comme ça. Moi, je vous invite à accepter vraiment qu'on a dépassé ce champ et qu'on se situe maintenant dans une perspective qui est, pardon Philippe, de temps en temps réifiée, la gestion budgétaire et comptable publique. On l'emploie souvent comme ça, comme si c'était une chose, la GBCP. Et donc cette approche financière repose en fait sur la transcription de données juridiques et économiques dans un PGI. C'est bien de ça dont on parle. Dès lors, c'est ce que j'essaie de vous expliquer, peut-être que plutôt que de nouvelles chaînes de dépenses, il faut parler de nouvelles chaînes de production des comptes. Si on accepte de repenser les choses comme ça, alors on peut passer à la dernière étape qui consiste à expliquer. Parce que c'est le moment où les administrateurs disent à l'universitaire « Bon, écoute Sébastien, tu es bien gentil, mais tout ça c'est très théorique. À quoi ça sert? Comment est-ce qu'on opérationnalise cette pensée ?» Alors moi, ce que je vous propose, c'est d'expliquer le contrôle des comptes tel que je le vois aujourd'hui. Je ne prétends pas l'expliquer comme il devrait être, je prétends l'expliquer tel que je le vois en tant que spécialiste des comptes publics. Donc quel type de contrôle est-ce qu'on met en œuvre? Bon, quand on observe cette perspective des comptes publics qui sont produits pour alimenter un système d'information financière qui lui-même renseigne l'État ou les collectivités territoriales sur ce qu'elles sont, une représentation financière de leur activité, ce que j'observe, c'est qu'il faudrait envisager 3 types de contrôles. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 types de défaillances. Bon, la fraude, on va renvoyer ça au pénal, on en parlera. On va donc avoir des problèmes, on risque d'être confronté à des problèmes en termes de saisie d'informations et des problèmes en termes de formalisation des procédures. Et les choses sont bien faites, parce que quand j'observe aussi la façon dont se réorganisent les contrôles, j'explique bien ce qui se produit. Pourquoi? J'observe bien qu'on a une activité de tenue des comptes, ce que j'ai appelé la saisie, et que cette saisie nous renvoie à quoi? À un contrôle juridictionnel dont on parle aujourd'hui, qui renvoie à quoi? Peu ou prou à des fautes personnelles. Mais en corollaire, la production de l'information financière repose aussi sur l'établissement de procédures comptables. Comment toute cette information est traitée? Et là, ce dont on parle, c'est d'autre chose. S'il y a une défaillance, c'est plutôt la faute du service, soit dans l'organisation des procédures, soit dans l'organisation du contrôle interne. Au miracle, tout ça est observé par la voie de la certification des comptes,
qui est mise en œuvre par qui? Par la Cour des comptes. Dès lors, ce que je vous propose, c'est aussi une explication qui nous amène à un changement de perspective de ce qu'est la Cour des comptes. Pourquoi? Si la Cour des comptes n'a jamais été juge des comptes, selon l'adage, juge des comptes et pas des comptables, ce point est discuté. En tout cas, elle ne l'est plus seulement. Elle n'est plus seulement juge des comptes. Pourquoi? Parce que de mon point de vue, ce que je pense caractériser, c'est qu'elle est aujourd'hui vraiment pleinement une juridiction financière. Mais pleinement juridiction financière aux deux sens du terme. Elle est juridiction financière parce qu'elle est en charge de faire respecter ce que j'appelle l'obligation comptable de l'État. Et cette obligation comptable de l'État, elle est appréciée sur deux pieds. Pardonnez-moi, la légalité de la dépense, c'est bien inscrit dans une loi, le Code des juridictions financières, et c'est ça que vous faites. Et à côté de ça, la qualité de l'information financière produite. Dès lors, il me semble que jamais la Cour n'a aussi bien porté son nom. Elle est bien Cour des comptes. Mais au-delà de ça, ce qui m'intéresse aussi, c'est que la Cour est maintenant institution supérieure de contrôle, ça fait un petit moment, on le sait, mais moi je commence à le comprendre et à le voir. Pourquoi? Parce que à partir de ces comptes, c'est à partir de ces comptes dont elle vérifie la légalité et la qualité qu'elle peut déployer ses autres contrôles. Je vous remercie. Merci beaucoup Sébastien pour cette approche, cette dimension sociologique de la chaîne de responsabilité. On voit bien effectivement les évolutions possibles et je pense que c'est en pleine maturation, c'est en pleine réflexion, il y a encore énormément de perspectives à envisager. On va pouvoir passer à l'intervention de Nicolas Grosper. Alors Nicolas, avocat général près la Cour des comptes et la Cour d'appel financière, ta carrière est largement consacrée aux contentieux financiers et en particulier ce qui a son importance avec ce nouveau régime de responsabilité financière. Tu es un très fin connaisseur de la jurisprudence de la CDBF. Tu en as été le secrétaire général de 2003 à 2008. Ton parcours t'a amené ensuite en Afrique et c'est 10 ans plus tard que tu es revenu à la Cour nommé conseiller maître. Alors, fin connaisseur de la jurisprudence de la CDBF, je le disais à l'instant, plus largement de la jurisprudence financière, tu as été co-auteur et tu es encore co-auteur des grands arrêts de la jurisprudence financière publiés aux éditions Dalloz. Et tu as créé en 2003 la chronique de jurisprudence financière publiée à l'AJDA. Serge Barichard avait signalé que Thierry Savy avait éteint la lumière en partant. Toi, tu l'as allumé sur les juridictions financières au travers de cette chronique. Tu es également l'auteur d'un ouvrage de référence épuisé malheureusement, mais sur la responsabilité des gestionnaires publics devant le juge financier, avec cette analyse de la jurisprudence de la CDBF jusqu'en 2009, année de publication de cet ouvrage. D'autres articles encore en lien avec le contentieux financier, et finalement autant d'illustrations de ce que tu es devenu une plume incontournable sur ces questions liées au contentieux financier et au régime de responsabilité financière. On va donc t'écouter avec grand intérêt pour nous parler effectivement de management et de responsabilité. Et tu as 10 minutes. Merci Stéphanie. Alors, le régime de responsabilité des gestionnaires publics, et avant lui, le régime de responsabilité issu de la loi de 1948 qui avait créé la CDBF, se caractérise par une grande plasticité. J'entends par plasticité la capacité à s'adapter à toute forme et toute situation de gestion qui peut se présenter dans la sphère publique. Et c'est cette plasticité qui d'ailleurs fait la force de ce régime et qui explique que, historiquement, c'est sur cette base-là qu'a été conçu le nouveau régime et non pas sur la base de la responsabilité des comptables publics. Alors, plasticité tout d'abord, s'agissant du champ des justiciables, ça a été dit dans la première table ronde par Gilles Miller, c'est que le champ des justiciables, eh bien, c'est l'ensemble de la sphère publique, quel que soit finalement le mode d'organisation choisi, que ce soit l'État directement, un démembrement, une association subventionnée, etc. Plasticité ensuite, s'agissant des infractions, puisque ces infractions peuvent appréhender toutes sortes de fautes commises dans la gestion, et pas seulement certaines catégories de fautes ou de certaines catégories de personnes. Mais plasticité surtout parce que ce régime, pour juger de la responsabilité individuelle d'une personne, puisque c'est bien ça notre objet, va pouvoir et devoir apprécier la situation de gestion particulière à chaque cas d'espèce. Ce que d'ailleurs la RPP ne pouvait pas faire. Car chaque acteur de la gestion publique dispose d'une parcelle de pouvoir de décision, ou de blocage d'ailleurs, et partant est soumis à des obligations dont la violation est susceptible de constituer une faute sanctionnable. Alors, nous sommes dans un système répressif, donc c'est à l'accusation
d'établir une faute personnelle, faute de quoi eh bien, la personne, évidemment, ne pourra pas être poursuivie ni condamnée. Et il n'y a pas de faute présumée ou de faute automatique. Le juge financier ne sanctionnera que les manquements aux obligations qui incombent à chacun en fonction de la position de chaque acteur et en fonction du rôle que chacun occupe dans une organisation, en tenant compte de la situation propre à chaque individu dans le cadre d'une gestion d'ensemble. Je vais maintenant illustrer mon propos en donnant quelques exemples concrets. Alors dans la version écrite, vous aurez même les références aux arrêts, là, mais comme je dois aller vite, je parlerai juste des exemples de façon générale, je dirais. Alors, une faute sanctionnable sera le plus souvent fondée sur un agissement direct. Ça, c'est assez facile, hein. Je signe un acte d'engagement, eh bien, voilà, je peux y attacher ma responsabilité. Mais dans beaucoup de cas, la Cour peut également appréhender des agissements indirects et des omissions, en particulier des fautes de négligence qui ont été commises. Dans ce cas-là, c'est l'inaction qui est fautive parce qu'il existait une obligation d'agir. Alors, une fois les faits et les infractions établis, le juge doit imputer les responsabilités. Et ça, évidemment, c'est le moment souvent le plus délicat en réalité d'une affaire contentieuse, puisqu'il s'agit de rattacher une infraction à une faute personnelle. Or, dans une organisation complexe, ça a été tout à l'heure déjà évoqué, une irrégularité est rarement le fruit d'une seule personne. Ce qui entraîne, bien évidemment, un partage des responsabilités, ou du moins des atténuations de responsabilités du fait des négligences fautives des autres. Mais ce partage de responsabilités ne doit pas aller jusqu'à l'irresponsabilité collective, pas plus qu'il n'existe d'ailleurs de responsabilité collective. Alors, c'est un sujet compliqué, notamment dans les grands projets ou dans les grandes structures, dans les grands organismes, mais ce n'est pas impossible. Et d'ailleurs, la jurisprudence de la CDBF montre qu'il est tout à fait possible, même dans des organisations complexes, de détecter les responsabilités de chacun. Et je dirais même, c'est indispensable, parce qu'on ne peut pas expliquer aux citoyens que, sous prétexte que quelque chose est complexe, eh bien, personne n'est responsable. Ça, c'est absolument inadmissible. Alors, à noter aussi que le régime de responsabilité financière ne connaît pas la notion de complicité, à la différence du pénal. Donc, il faut établir une faute commise personnellement par chacun, individuellement. Alors, de ce fait, je vais m'attarder un peu plus sur le point qui a été évoqué tout à l'heure par Stéphanie, qui est la question des supérieurs hiérarchiques et des subordonnés dans les organisations et de la responsabilité de chacun. Alors, on ne peut pas dire de façon absolue que les supérieurs hiérarchiques seraient dans tous les cas les seuls responsables. Et on ne peut pas dire non plus, inversement, que les subordonnés seraient dans tous les cas irresponsables. Voilà. La vérité est entre les deux. Les supérieurs comme les subordonnés sont responsables, en fait, en fonction des obligations qui leur incombent, pas plus ni moins. Alors certes, les chefs de service ont souvent des obligations plus poussées que les subordonnés, ça va de soi, c'est attaché en réalité à leur fonction supérieure même, mais cela ne dédouane pas forcément, dans tous les cas, complètement les subordonnés, sauf dans certains cas précis sur lesquels je reviendrai. Alors, un chef qui délègue ses pouvoirs ou sa signature, par exemple, ne peut pas abandonner pour autant toute sa responsabilité. S'agissant de supérieurs hiérarchiques, la jurisprudence de la CDBF a clairement mis à leur charge un devoir d'organisation de ces services, un devoir de surveillance et de contrôle qui subsiste dans tous les cas, même s'il y a une délégation. Alors, parce que contrôler ce qui se passe dans le service dont on est responsable, c'est bien sûr l'une des premières obligations de tout supérieur hiérarchique. Ne pas organiser son service, ni contrôler ses troupes, entre guillemets, voilà à l'évidence une faute de gestion qu'il convient de sanctionner. Car on ne peut pas être chef et n'être responsable de rien. Et inversement, on ne peut pas être irresponsable sous prétexte qu'on n'est pas chef, mais seulement subordonné. Ce qui devrait rassurer en fait les gestionnaires publics, c'est que sur ce point comme sur d'autres, le nouveau régime n'est pas totalement un saut dans l'inconnu, puisque la CDBF dispose d'une jurisprudence très fournie, couvrant à peu près tous les cas de figure qui peuvent se présenter dans la gestion publique, jurisprudence que la Cour des comptes d'ailleurs a commencé tout à fait à reprendre à son compte, et c'est le cas notamment de l'arrêt sur le centre hospitalier de Marie-Galante, qui n'a rien de nouveau en réalité quand on regarde ça par rapport à la jurisprudence qui existait. Alors tout d'abord, notons que l'imputabilité d'irrégularité à un supérieur hiérarchique peut aller très loin dans la jurisprudence. Par exemple, le Conseil d'État a validé la jurisprudence de la CDBF dans l'affaire du Crédit Lyonnais, qu'un chef, un président d'une entreprise publique, par exemple, peut voir sa responsabilité engagée, y compris sur les filiales. Voilà.
et surtout si les filiales ont une autonomie relativement réduite. En revanche, dans une autre affaire qui concernait un directeur d'hôpital où des irrégularités avaient été commises par des subordonnés, la CDBF a pu constater un manque de vigilance du supérieur, mais n'a pas engagé sa responsabilité parce que tout simplement, dans ses fonctions de supérieur, il n'avait pas commis de faute personnelle. Tout dépend donc en réalité du cas de figure particulier dans lequel une infraction est commise. Dans le même sens, dans une autre affaire CDBF, un supérieur hiérarchique avait été abusé par un subordonné indélicat. Bon, le subordonné avait bien caché les détournements qui n'étaient pas directement détectables par le supérieur, malgré les mesures qu'il avait mises en œuvre. Et bien évidemment, le supérieur n'a pas pu être condamné dans ce cas-là, puisqu'il n'avait pas commis de faute. Alors du côté des subordonnés maintenant, ou agents d'exécution, rien d'automatique non plus. Ainsi, dans une affaire jugée par la CDBF, 2 personnes qui avaient été renvoyées devant la Cour avaient invoqué n'avoir été que de simples caissiers exécutant des décisions irrégulières prises par ailleurs par quelqu'un d'autre. Et la juridiction a rejeté cette argumentation, car ces 2 personnes avaient en réalité joué un rôle actif, qui était démontré dans cette affaire, dans la commission des irrégularités. Ils avaient notamment établi des pièces qui avaient rendu possible la commission jusqu'au bout de ces irrégularités, et donc ils ont été sanctionnés. Dans une autre affaire, le fait qu'un supérieur hiérarchique ait été au courant des irrégularités commises, en l'occurrence en matière de marché public, commises par un subordonné, n'a pas pour autant mis ce dernier à l'abri d'une sanction. Parce que dans cet exemple tiré de la jurisprudence, les irrégularités avaient été essentiellement commises en amont de la signature de l'acte. La signature de l'acte avait été celle faite par le supérieur hiérarchique, mais tout ce qui avait été mené en amont, et notamment la mise en concurrence, avait été le fait de subordonnés. Et donc, il y avait un partage des responsabilités en réalité. Alors, certes, et ça a été déjà dit dans la première table ronde, la loi prévoit que l'instruction préalable du supérieur hiérarchique dédouane légalement maintenant le subordonné. Alors, c'est une innovation dans la loi, mais en réalité, dans la jurisprudence de la CDBF, ça se rencontrait depuis toujours. C'est du bon sens en réalité. C'est bien que la loi le dise, mais enfin, ça va un peu de soi. Et la loi précise, sauf si l'instruction est manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Alors certes aussi, il y a l'ordre écrit préalable, donc ça c'est bien connu, hein, ça existait devant la CDBF, ça a été repris. Et je dirais même, la jurisprudence de la CDBF est même allée plus loin, puisqu'elle a pu admettre dans certains cas même un ordre oral, donc qui n'était pas un ordre écrit préalable, pouvait être pris en compte comme une circonstance absolutoire de responsabilité. Parce que l'ordre était démontré et que donc le subordonné a été mis hors de cause, alors même que ce n'était pas un ordre écrit, mais un ordre oral, mais qu'il faut évidemment établir en procédure. Voilà. Mais donc la condamnation d'un chef de service pour défaut d'organisation n'empêche pas forcément une condamnation des subordonnés qui ont eux-mêmes commis des irrégularités. Et je cite un arrêt de la CDBF, lorsque leur responsabilité propre se trouve engagée du fait même de leurs attributions. Parce qu'un subordonné a aussi des attributions et il doit respecter ses attributions. Alors, donc, d'une façon générale, quand même, il faut le noter, la jurisprudence financière sera plus indulgente avec les simples exécutants. Elle a ainsi considéré qu'un agent qui se trouvait dans une situation administrative subordonnée, qui ne mettait pas en mesure d'apprécier pleinement le caractère des instructions qui lui étaient données, devait être relaxé. A également pu être mis hors de cause un subordonné dont il n'était pas établi que le rôle dans l'engagement et l'exécution des opérations irrégulières n'ait été autre que subalterne. Voilà. Dans d'autres cas, le subordonné a pu être condamné tout en bénéficiant de circonstances atténuantes, parfois très larges, du fait du comportement fautif du supérieur. Alors, on le voit, il n'y a pas de règle automatique. Tout dépend du cas d'espèce, du comportement de chacun, mesuré à l'aune des obligations qui lui incombent. Voilà. En tout cas, la Cour ne condamnera pas une personne qui, elle-même, n'a commis aucune faute au regard des obligations qui lui incombent personnellement. Alors, j'en viens rapidement à l'appréciation du degré de gravité de la faute commise, compte tenu du contexte. Ça a déjà été défleuré tout à l'heure. Une fois que l'imputation est faite, il y a évidemment toutes les circonstances extérieures qui jouent aussi. Circonstances atténuantes, circonstances absolutoires. Merci Maya. La saison n'est pas très propice pour les motards, notamment comme moi. Et là c'est très important de comprendre cela, c'est-à-dire que le juge financier, qui est un juge administratif spécialisé,
connaît bien les contraintes de la gestion publique. Et donc, il en tiendra compte. Hein. Donc, les difficultés auxquelles sont soumis les gestionnaires dans la vraie vie, hein, évidemment, le juge les connaît, il va en tenir compte. C'est très important dans les circonstances. Et donc, il n'est pas étonnant de voir dans les arrêts de nombreuses circonstances mises en avant pour, en fait, apprécier le degré de gravité de chacun. Hein. C'est d'ailleurs une forme de garantie pour le justiciable. Hein. Le fait que le juge soit un bon connaisseur de la gestion publique, on a tous été magistrats, nous, un jour ou l'autre, nous-mêmes gestionnaires publics. Hein. C'est très important. Le fait qu'on soit de bons connaisseurs de la gestion publique permet une appréciation particulièrement précise et compréhensive des contraintes auxquelles sont confrontés les managers publics. Alors, pour terminer rapidement, une question qui revient souvent. Comment un manager public peut-il se prémunir contre le risque de commettre une irrégularité? La réponse est assez simple, ça a été dit tout à l'heure en comparaison avec la circulation routière. En fait, le meilleur moyen, c'est de maîtriser les différents risques, parmi lesquels le risque de régularité, donc de respecter tout simplement les règles. Car il faut le souligner, le risque n'est pas tant la sanction, le risque, c'est l'irrégularité elle-même, car chaque gestionnaire public doit veiller, là où il se trouve, à ce que les règles encadrant la gestion publique soient respectées. Le management, ce n'est pas une chose qui est hors sol, il doit s'inscrire dans le respect des règles. C'est une condition indispensable de la confiance des citoyens dans l'administration. Alors, donc si le manager public doit craindre quelque chose, ce n'est pas tant le juge financier, c'est avant tout de commettre une irrégularité. Maîtriser ce risque, ça suppose de connaître d'abord les règles applicables à l'organisation, dans la situation dans laquelle on est, hein, et de mettre en place les procédures internes qui permettent de garantir l'application de la règle et donc de limiter le risque d'irrégularité. Et ça renvoie aux questions de procédures, de contrôle interne qui ont été soulignées tout à l'heure par Madame la directrice du budget. Donc, gestion et régularité, management et responsabilité ne s'opposent pas, mais se concilient. C'est en ce sens que le régime de responsabilité financière des gestionnaires publics est un vrai régime de responsabilité. Non seulement il s'adapte au contexte de gestion et aux obligations individuelles s'imposant à chacun à des degrés divers, mais par son existence même, il conduit à responsabiliser chacun, incite chacun à mieux maîtriser les risques relevant du champ de ses obligations professionnelles. Je vous remercie. Merci beaucoup, Nicolas. On comprend bien effectivement les différentes problématiques qui peuvent apparaître sur le sujet. Tu l'indiquais, il n'y a rien de nouveau. C'est vrai que la particularité, c'est que la jurisprudence financière actuelle et sous les feux de la rampe, se trouve sous les feux de la rampe, du fait effectivement de ce renouveau qui vise à inclure plus largement les gestionnaires publics. Mais les gestionnaires publics pouvaient déjà voir leurs responsabilités engagées au préalable. La particularité, c'est que si on met à part les 5 dernières années de fonctionnement de la CDBF, le nombre d'arrêts rendus faisait à peu près 4 arrêts rendus par an, faisait que ça passait sous les radars et que personne finalement ne se sentait concerné par cette responsabilité financière. Aujourd'hui, avec ce nouveau régime, on a effectivement un éclairage particulier qui est apporté sur le sujet et finalement tout à chacun se sent concerné. On le voit ici à la présence massive, à distance également, c'est le sujet d'actualité en la matière. Tu as adressé également un mode d'emploi à destination des gestionnaires publics, ce qu'ils peuvent faire pour maîtriser leurs risques, pour identifier les illégalités et mettre en place d'une manière générale les outils. Alors, on va pouvoir passer à la troisième intervention. Maya Virguine, actuellement secrétaire générale de la Cour des comptes depuis mars 2022. Nicolas indiquait que la particularité des magistrats financiers, c'était qu'également ils étaient gestionnaires publics. Et je pense qu'on pourra en reparler. Thierry Savy l'évoquait déjà un petit peu tout à l'heure lorsqu'il a parlé de Radio France. Vous êtes entré à la Cour en 2006. Alors, pour illustrer votre parcours et ce qui très probablement enrichira votre témoignage, vous avez été notamment donc secrétaire général de la chaîne de télévision publique Sénat de février 2011 à juin 2014, à Radio France, successivement directrice du cabinet du PDG de Radio France, puis secrétaire générale de Radio France. Vous avez également été directrice des affaires juridiques du comité d'organisation des Jeux Olympiques 2024 et vous êtes de retour à la Cour
depuis juillet 2020, où vous êtes désormais, et comme je l'indiquais en débutant, secrétaire général. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, bonjour à tous. Alors effectivement, vous l'avez souligné, Madame Desmarais, on peut être à la fois magistrat financier et gestionnaire public, et c'est peut-être de ce point de départ que je vais partir, puisqu'effectivement je suis dans une situation devant vous un peu paradoxale, puisque j'ai effectivement commencé ma carrière en tant que magistrate financière, puis été gestionnaire public au sein d'entreprises publiques, et je pousse maintenant le paradoxe jusqu'à être gestionnaire public au sein des juridictions financières. Donc je pense voilà, la boucle est bouclée. Et pourquoi je partirais de ce paradoxe? Parce que la question posée, une des questions posées par cette table ronde est effectivement de savoir quel est le rôle de chacun et quelle est la position des uns et des autres. Et on pourrait se demander si finalement ces positions sont certes distinctes, mais si opposées que cela. Et donc c'est sur ce point de départ que je suis partie en me disant au fond, est-ce si différent? Est-ce que l'un, le juge financier, est dépositaire de l'exemplarité et l'autre, le gestionnaire public, dépositaire de l'efficacité? Est-ce que, comme tu le disais Nicolas, certes la gestion et la régularité ne s'opposent pas mais se concilient? Ou est-ce que même, on pourrait aller un cran plus loin, est-ce que la gestion elle-même n'est pas elle-même cette conciliation entre l'efficacité et la régularité? Alors vous le savez, les manuels de management, on n'apprend rien dans cette école, sont fourmis de définitions diverses sur ce que sont les managers et en particulier les managers publics. On dit que le bon manager doit concilier la vision, l'organisation, l'exécution, ou alors donner le cap, recruter, déléguer. On dit aussi souvent que les gestionnaires publics, et notoirement les gestionnaires et les gestionnaires publics en particulier, sont ceux qui prennent des risques. C'est une des définitions qu'on trouve, et que du coup, effectivement, gérer, c'est éprouver sans cesse l'écart entre la théorie et la pratique. C'est aussi éprouver l'écart entre la procédure, voire la règle, et la réalité. Et donc, ce serait, comme on le disait avec Sophie Mailleux hier soir, finalement, gérer, c'est prendre des risques, un peu comme vivre, c'est prendre des risques. C'est vrai, mais on peut quand même se demander, on rentre dans le service public comme on rentre parfois un peu dans les ordres, mais est-ce que cela veut dire qu'on prend des risques inconsidérés et qu'on prend à chaque fois une décision qui risque de nous mettre soit devant le juge des comptes, soit pire, devant le juge pénal? Je crois que évidemment la réponse est non. Et donc je forme cette hypothèse, et donc c'est plus une interrogation qu'un témoignage, c'est celle-ci, c'est est-ce que finalement la position du gestionnaire public ne serait pas celle de celui qui a précisément pour mission de concilier un devoir d'efficacité et un devoir d'exemplarité à l'égard des personnes qu'il sert, c'est-à-dire à l'égard du public. Un devoir d'efficacité, évidemment, d'abord, puisque c'est le cœur de notre mission. Pour ma part, vous l'avez dit, j'ai travaillé essentiellement dans le service public audiovisuel, mais je pense que c'est applicable à l'ensemble des services publics, que ce soit l'éducation, la police, les transports, l'hôpital ou la santé en général. Cette première mission, c'est de servir le public et d'offrir du coup au public un service public qui soit à la fois efficace, efficient et qui soit à la hauteur de ses attentes et des attentes de la société en général, voire parfois même aussi innovant ou en avance sur son temps, puisqu'il doit aussi précéder parfois ses attentes. Donc ce devoir d'exemplarité, d'efficacité, pardonnez-moi, est évidemment au cœur de la mission de chacun, de tous ceux qui sont aujourd'hui présents, et c'est à l'aune de ce devoir d'efficacité que la responsabilité des gestionnaires, la responsabilité managériale est, j'allais dire de la manière la plus classique, appréciée. Mais c'est aussi, quand on est gestionnaire public, un devoir d'exemplarité, parce que il doit pouvoir assurer ce même public qu'il sert que cette mission est remplie avec le souci de l'intérêt général et non pas soit son intérêt propre, soit l'intérêt de quelques-uns. Et il doit pouvoir également en rendre compte et rendre compte de la manière dont il a employé les deniers publics qui servent à financer le service public qu'il rend.
Il me semble donc que plutôt qu'une opposition ou une distinction qu'on devrait concilier, c'est bien ces deux exigences qu'on ne peut sacrifier l'une sur l'autre, qu'on doit finalement au quotidien, dans chaque acte, mettre en œuvre, chacun dans sa position, Sébastien Cotte le rappelait, mais qui en réalité anime toute la chaîne de décision, que ce soit la chaîne de décision financière, mais plus largement la chaîne de la gestion, qui ne se résume pas à la seule gestion financière au sein des services publics. Notre mission de gestionnaire public, c'est donc non pas de faire valoir l'efficacité sur l'autel de la régularité et en s'asseyant en quelque sorte sur des règles ou sur un cadre qui est non seulement protecteur mais qui est aussi exigeant. Ça n'est pas non plus de brandir les normes ou de brandir la règle au risque de bloquer le système, puisqu'on ne peut pas non plus sacrifier le service rendu sur l'autel de la régularité. On doit donc, au fond, trouver en permanence cette position médiane et concilier ces deux impératifs d'égale importance. Alors, la mission est passionnante. Je pense que tous ceux qui l'exercent aujourd'hui, qui l'ont exercé ou qui vont l'exercer pour les étudiants qui sont présents dans la salle ne doivent surtout pas se décourager. Mais comme vous pouvez l'imaginer, elle est ardue. Et je prendrai un seul exemple. Je sais que Thierry en a déjà parlé indirectement. C'est l'exemple d'un chantier bien connu et qui est en gros le cauchemar de tout gestionnaire public, c'est-à-dire un chantier complexe avec de multiples contraintes et face à lui, évidemment, le droit de la commande publique dont on connaît la simplicité et le caractère extrêmement opérationnel. Et j'allais dire plus largement, au-delà du code des marchés publics, la conciliation de normes et de règlements extrêmement complexes et nombreux, parfois contradictoires, que ce soit des normes de sécurité, des normes environnementales, des normes opérationnelles quand il s'agit de garantir l'opérationnalité du service rendu, ou alors bien évidemment aussi de normes patrimoniales, puisqu'il s'agit aussi de culture et que la culture est également protégée par un certain nombre de réglementations qui obéissent et qui servent l'objectif d'intérêt général des politiques culturelles. Donc je disais cauchemar puisque donc c'est un projet de réhabilitation dans un bâtiment absolument magnifique, de grande envergure, qui repose sur des marchés passés pour un chantier qui devait initialement durer 5 ans, qui finalement va en durer 15 ou 20, passionnant, avec des défis architecturaux, techniques, créatifs, mais également, comme vous pouvez l'imaginer, absolument vertigineux pour celui qui récupère les marchés qui ont déjà été passés, qui sont en cours d'exécution et qui sont au bord du dépassement, avec des enjeux financiers, juridiques, sociaux, opérationnel et innombrable. J'ajoute que tout ça se fait dans une entreprise dont on dit le chantier est en site occupé, une entreprise qui est chargée de produire du son et de la musique et qui doit évidemment assurer son service, la continuité de son service. J'ajoute enfin, parce que finalement il ne faut pas bouder son plaisir, que tout ça est dans un contexte où en plus les besoins technologique, le contexte concurrentiel et le monde continue à changer et que donc le chantier se déroule avec un monde qui lui-même est en transition et dont le chantier doit évidemment, pour être efficace, tenir compte en permanence. Donc voilà le sujet. Je pense qu'on pourrait, tout gestionnaire public, j'ai pris cet exemple-là, mais en réalité, toute question qui se pose dans la journée d'un gestionnaire public est comparable à ce chantier. Alors heureusement, on n'en a pas tous les jours, des chantiers aussi complexes, mais en réalité, toute question ce chantier est emblématique du type de dilemme et du type de contraintes que le gestionnaire public doit concilier, à la fois pour rendre le service et assurer cette exigence d'exemplarité. Alors face à une telle question, au fond, on pourrait se dire on a 3 solutions. La première, ça c'est un peu le juge financier qui parle, c'est d'arrêter le chantier. Parce qu'en fait, là, on voit les dépassements, ils sont peut-être même déjà réalisés. On arrête tout, on recommence. Donc, on risque de plonger, en l'occurrence, la maison de la radio dans le noir ou dans le silence. On risque d'avoir, effectivement, un nombre absolument incommensurable de problèmes que vous pouvez imaginer. Mais c'est une des pistes.
Deuxième piste, on continue et on fait comme si on n'avait pas vu. On fait primer l'intérêt et la continuité du service public. Après tout, il est impératif, il est impérieux. On a des obligations de service public, y compris de continuité. On a des obligations de sécurité et donc on continue. Et là, en prenant le risque à chaque fois qu'on signe un ordre de service, puisque c'est le gestionnaire qui signe les ordres de service, ou par délégation, comme l'indiquait Nicolas, des personnes à qui il a délégué sa signature, on sait qu'à chaque fois, en fait, on va se retrouver en CDBF. Puisque je le précise, la CDBF n'était pas forcément connue de tout le monde dans l'administration, mais dans l'audiovisuel public, elle est très très bien connue. Donc on sait qu'à chaque fois qu'on signe l'ordre de service, on risque d'aller en CDBF. Et donc là, évidemment, le gestionnaire public, ancien magistrat financier, se dit peut-être pas quand même, enfin c'est possible, mais ça n'est peut-être pas non plus le sens de ma mission, et encore moins celle de suggérer au responsable final de signer, puisqu'on sait à peu près où ça va le mener. Et donc il reste cette troisième voie, c'est comment concilier ces deux impératifs et trouver le point d'équilibre qui va permettre de concilier ces contraintes et construire cette fameuse voie médiane. Alors, comment faire? Et au fond, ça posera aussi la question, non seulement le comment, mais sur quoi peut-on voir sa responsabilité engagée? Parce qu'on pourrait se dire, est-ce que justement, à l'échelle d'une femme ou d'un homme, quel qu'il soit, en quoi, face à un tel problème, on peut, et sur quoi peut-être engager la responsabilité du gestionnaire public qui doit concilier ces deux impératifs? Pour ma part, je pense qu'on ne peut pas s'engager sur un risque zéro. Très clairement, dans un univers de contraintes tel que celui que je viens de décrire de manière un peu caricaturale, heureusement ce n'est pas toujours le cas, le risque zéro ne pourra pas exister, puisqu'en fait on est face à une balance des risques. Donc le risque zéro ne peut pas être l'alpha et l'oméga de la mise en jeu de la responsabilité des gestionnaires publics, et c'est d'ailleurs, je le dirais en conclusion, un des très grands apports de la réforme du régime des gestionnaires publics, c'est de justement pouvoir apprécier, non pas le 0 ou 1, mais par l'office du juge, les circonstances de la gestion et la manière dont a été gérée la balance des risques, plutôt que le risque lui-même qui, de facto, on le sait bien, face à une situation comme celle-là, ne peut absolument pas être neutralisé en intégralité. En revanche, on peut se dire qu'on peut s'engager sur plusieurs dimensions. La première, c'est la capacité à maîtriser le risque. On a beaucoup parlé dans la notion de contrôle interne, de la notion de contrôle et de contre-rôle, mais derrière cette notion de contrôle, on le sait aussi, il y a la notion anglaise de control, qui est la notion de maîtrise, qui ne passe pas seulement par des actions de contrôle, mais plutôt par une action de cartographie et d'organisation de cette maîtrise des risques et des risques multiples qui peuvent intervenir dans la gestion publique, quels que soient les objets, que ce soit la gestion financière, la gestion immobilière, la gestion des ressources humaines ou la gestion opérationnelle. Et donc cet engagement sur la maîtrise des risques, c'est au fond non pas du risque zéro, mais s'engager sur une assurance raisonnable que tout a été mis en œuvre pour non seulement documenter ces risques, les identifier, mais également mettre l'essentiel de nos forces sur le fait de pouvoir les maîtriser, les prévenir, et s'ils surviennent, les gérer au mieux en conciliant les différents risques que j'évoquais tout à l'heure. C'est le sens pour moi du devoir d'organisation, du devoir de surveillance et du devoir de contrôle des gestionnaires publics qui est effectivement au cœur de la responsabilité financière et que le terme même de responsabilité financière peut masquer parfois. Car derrière le terme de financier, il y a en fait une forme de responsabilité très particulière qui consiste effectivement à concilier cette obligation d'efficacité et cette obligation d'exemplarité et qui n'est pas réductible à la seule conformité à la norme ou au seul domaine des finances, puisqu'il s'agit bien en l'occurrence de concilier un risque financier, un risque juridique, un risque social et tous les autres risques que j'évoquais tout à l'heure. Derrière cette maîtrise des risques, il y a, je crois, et on l'a évoqué à plusieurs reprises, Mélanie Joder l'exposait, il y a en fait plusieurs ingrédients, fort heureusement. Il y a le contrôle interne, il y a aussi la gouvernance, et il y a finalement l'organisation et la chaîne qui est au cœur de finalement la responsabilité du gestionnaire public, qui est la répartition des rôles, la distinction des rôles, et en même temps les conditions qui sont ménagées pour que chacun, dans son rôle, chaque direction en charge de tel ou tel aspect de la gestion de l'organisme auquel il appartient, puisse exercer pleinement à la fois son devoir d'alerte et son devoir de conseil. Au fond, si on dit ça, on peut finalement considérer que les principes qui sont à l'œuvre dans la manière d'exercer
les fonctions de gestionnaire public sont très proches des principes qui sont à l'œuvre dans la manière d'exercer l'office du juge. Il y a l'indépendance, il y a la contradiction et il y a la collégialité. L'indépendance parce qu'en ménageant les conditions pour chaque direction, les directions dites support ou de contrôle, affaires juridiques, achats, direction de l'audit, direction du contrôle interne quand on en dispose, direction financière bien évidemment, mais aussi les directions métiers, opérationnelles, qui ne sont pas opposées aux premières, mais qui doivent œuvrer chacune pour l'objectif qui est l'intérêt social de l'entreprise ou l'intérêt du public. C'est donc d'organiser des conditions pour que chacune puisse exprimer l'intérêt qu'elle représente et que chaque intérêt puisse véritablement exister. En gros, c'est le pouvoir de dire non ou le pouvoir de dire attention qui doit être ménagé, et c'est un des premiers principes de l'organisation du contrôle interne qui va bien plus loin que l'organisation du contrôle interne comptable pour aller jusqu'à l'organisation du contrôle interne au sens où l'entendent d'ailleurs les entreprises privées comme publiques au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire dans une acception extrêmement large. Le deuxième, c'est la contradiction. La contradiction, pourquoi ? Parce qu'il s'agit en fait de non pas seulement garantir que la décision était bonne, mais que le processus de décision a effectivement permis de mettre en présence les différents risques, de balancer ces différents risques et finalement de pouvoir en tirer effectivement une solution qui sera, j'allais dire, le meilleur optimum, enfin l'optimum ou en tout cas la moins mauvaise, et la conciliation entre les différents risques qui auront été effectivement documentés, effectivement exprimés et dont ensuite le gestionnaire public est effectivement dépositaire pour proposer une solution. Mais on voit là, et c'est là aussi un des intérêts de la jurisprudence de la CDBF qu'exposait Nicolas, et qui est reprise dans le nouveau régime, dans l'établissement des faits et dans l'établissement de la chaîne de responsabilité, on a aussi un regard sur l'établissement de la formulation et de la formation du processus de décision qui sera au moins aussi importante en cas de difficulté ou en cas de manquement pour établir si oui ou non il y a eu une faute de gestion. Et enfin, la collégialité. La collégialité est effectivement, me semble-t-il, aussi essentielle pour les gestionnaires publics, non pas pour les dédouaner, puisque ce sera in fine celui qui signe qui sera effectivement le premier responsable, même si, comme Nicolas l'indiquait, il y a évidemment une prise en compte des subordonnés et de l'équipe et des pairs qui peuvent contribuer à cette décision. Mais néanmoins, cette collégialité va à la fois elle-même contribuer à la qualité de la décision qui sera prise, et au-delà, elle va garantir que celui qui décide n'est pas son propre juge. Et c'est cette collégialité, au fond, ce processus de décision qui, dans les entreprises, mais c'est valable aussi dans l'administration, passe notamment par des circuits de visa, par des circuits de validation, par des circuits d'association des parties prenantes, que ce soit des parties prenantes sociales ou professionnelles, ou évidemment des parties prenantes de gouvernance telles que les conseils d'administration, qui, in fine, vont garantir là aussi, face à des décisions complexes, que ces décisions auront été prises non pas... elles pourront ne pas être qualifiées de faute de gestion, non pas seulement sous l'angle d'une régularité formelle, mais parce que le processus qui aura donné lieu à cette décision aura été observé d'une manière qui, au fond, garantit qu'on a recherché non seulement l'efficacité, mais aussi l'exemplarité de la décision. Alors j'en viens à la conclusion, le juge dans tout ça. On pourrait se dire finalement, si on a du contrôle interne, si on a une bonne gouvernance, si on a des personnes qui ont été bien formées dans des instituts de grande qualité, qui vont les former à l'intégralité des règles de la commande publique, à l'intégralité des règles qui entourent les rémunérations, à la loi Sapin II, à la prévention des conflits d'intérêts, à l'observation de multiples réglementations, au fond, on pourrait s'en tenir là. Je pense que ça n'est pas vrai, et ça n'est pas vrai pour deux raisons. La première, c'est que, comme je le disais, l'existence d'un tiers n'est peut-être pas si nécessaire, même si en réalité elle existe dans les entreprises publiques, dans les entreprises privées, mais elle est encore plus nécessaire dans les entreprises publiques parce que cet intérêt public nécessite une garantie supplémentaire. Elle le nécessite évidemment pour le public, mais elle le nécessite sans doute, je formule cette hypothèse, aussi pour les gestionnaires publics, car c'est effectivement une exigence, ça peut être une contrainte. Toute personne qui a vécu, j'en fais partie, un contrôle de la Cour des comptes, sait que c'est une période moyennement agréable, voire franchement désagréable. C'est extrêmement exigeant, ça remet en cause, ça oblige aussi à rendre compte vis-à-vis des instances, mais c'est, j'allais dire, aussi un cadre protecteur, puisque ça permet
de garantir qu'au-delà de tous les processus qui ont été mis en œuvre au sein de l'institution, un tiers de confiance, avec des procédures, avec des règles et avec un processus également de droit de la défense, aura pu apprécier et aura pu observer l'appréciation des circonstances de la gestion et l'appréciation des faits de manière totalement indépendante. Donc le caractère public des deniers qui sont maniés, me semble-t-il, justifie l'existence de cet ordre public financier. Et la deuxième raison, elle est finalement plus opérationnelle, c'est que, au fond, les deux concourent au même objectif. Et il s'agit à la fois de bien gérer, mais il s'agit aussi de pouvoir en rendre compte, puisque, in fine, la bonne gestion ne suffit pas. Et on revient là à l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme, qui est au frontispice de la Cour des comptes. La société a droit de demander compte à tout agent public de son administration. C'est in fine ce qui nous anime quand on est gestionnaire public, c'est de rendre le service, mais c'est aussi de pouvoir garantir à chacun qu'il peut avoir confiance à tout instant. On ne peut pas passer notre temps à rendre compte, mais l'existence même d'un ordre public financier susceptible d'être mis en jeu, l'existence même d'une responsabilité en tant que gestionnaire public dont on sait qu'elle peut être mise en jeu, dont on espère évidemment qu'elle ne va pas l'être trop souvent, mais dont on sait qu'elle peut l'être, est aussi un gage qui nous permet au quotidien d'exercer des responsabilités qui sont parfois difficiles, d'exercer des choix qui sont souvent très complexes, mais avec finalement cette garantie que, in fine, si quelqu'un met en cause un jour ses choix, ils pourront être portés devant une juridiction qui aura les moyens et les méthodes pour en apprécier véritablement le caractère exemplaire ou pas. Je vous remercie. Alors je vous remercie. Je pense qu'on a bien saisi toute l'importance, tout l'intérêt de votre témoignage, d'autant plus important par votre qualité de magistrate financière. Je pense que c'est probablement de nature, si ce n'est à rassurer, en tout cas donner de bonnes orientations aux gestionnaires publics sur ce qu'ils peuvent faire finalement pour pouvoir justifier auprès du juge, si un jour ils sont confrontés au juge financier, eh bien de pouvoir justifier de leur gestion. Je vais me séparer de vous trois pour accueillir les trois personnes suivantes. Je vais déjà d'emblée préciser que nous avons du retard, mais ce n'est pas de mon fait. Nous avons commencé en retard, hein, donc je signale. Madame Mailleux, allez-y, rejoignez-moi. Monsieur Glimet, Madame Gérin-Brezard. Je vais... on est près de moi, Madame Mailleux. On ne soit pas espacé. Je vais prendre le parti de vous présenter tous les trois successivement et ensuite de vous passer la parole pour que vous puissiez chacun, en fonction effectivement de vos parcours respectifs, finalement nous donner votre point de vue sur cette réforme en gardant à l'esprit la thématique de cette table ronde, à savoir effectivement cette imputabilité. Alors Marie-Noëlle Gérin-Brezard, vous êtes directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique depuis mars de cette année. Vous avez été directrice générale du Centre hospitalier universitaire de Tours, 10 000 salariés, un budget de 750 millions d'euros, entre janvier 2014 et mars 2023, presque 10 ans. L'essentiel de votre carrière s'est fait dans le monde hospitalier depuis votre sortie de l'ENA en 1987. Oui. Et vous avez été directrice notamment du Centre hospitalier intercommunal de Créteil et présidente de la conférence des directeurs généraux de CHU. Monsieur Glimet, vous êtes conseiller maître à la Cour des comptes, président de la section d'intérieur à la 4e chambre. Vous êtes animateur de la communauté des correspondants régularité au sein des juridictions financières. Alors c'est une communauté qui est chargée d'aider à la mise en place du nouveau régime de responsabilité financière des gestionnaires publics. Ce rôle est important alors que pour l'essentiel, on s'attend à ce que la jurisprudence de la Chambre du contentieux s'inscrive par certains aspects dans la lignée des précédents jurisprudentiels de la CDBF, ce qui nécessite forcément, assurément, une acculturation au sein des juridictions financières, ce qui invite à diffuser la culture de la CDBF pour faire en sorte que finalement tout le monde ait un socle finalement de connaissances communs. Madame Mailleux, vous êtes actuellement directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris.
Vous avez 40 années d'expérience de pilotage de projets complexes dédiés à la modernisation du service public et de ses métiers. Vous avez travaillé sur l'avenir des CIP, des services des impôts des particuliers, sur la valorisation de l'État en droit constaté. Vous avez été directrice générale du Crédit municipal de Paris, directrice de l'Opérateur national de paye. Personnellement, je vous ai découverte lorsque vous étiez directrice du budget. Madame Joder m'a révélé, je ne savais pas que vous étiez la première femme directrice du budget à avoir été nommée à ce poste. C'était Isabelle Bouillot. Rendons à César ce qui est à César. Et Isabelle Bouillot, ce qui lui appartient, elle a été la première directrice du budget. D'accord. C'était en 2000-2002, alors année charnière, s'il en est, avec l'adoption de la LOLF. Je débutais alors ma carrière universitaire et vous aviez attiré mon attention avec votre contribution qui avait été publiée à la Revue française de finances publiques, intitulée « Le pari de la responsabilité ». Sujet essentiel dans la mise en œuvre de la LOLF. Vos articles m'ont depuis accompagné, je le cite à mes étudiants. Certains sont dans la salle, j'en parle dans mes propres contributions et encore récemment lors du colloque organisé à Toulouse par le professeur Dussart pour fêter les 20 ans de la LOLF. J'avais moi-même intitulé ma contribution le pari perdu de la responsabilité. Vaste sujet s'il en est. Alors je vais vous céder la parole tout à chacun et on va voir si on arrive à respecter les délais. Je vous cède peut-être la parole en premier. Merci beaucoup et merci de cette invitation. Je suis très impressionnée devant ce parterre de juristes. Alors aujourd'hui, vous l'avez dit, je suis directrice du Centre national de gestion qui gère 5000 directeurs d'hôpital, directeurs des soins, directeurs d'établissements médico-sociaux, ainsi que 52 000 praticiens hospitaliers, les docteurs, 6 000 hospitalo-universitaires. On organise tous les concours de la fonction publique hospitalière. Mais j'ai derrière moi, vous l'avez cité, une carrière d'une trentaine d'années en tant que directeur d'hôpital, chef d'établissement. Mes dernières fonctions de DG du CHU Tours et de président de la conférence des DG de CHU m'avaient conduite avec d'autres vers la Cour des comptes en 2022. On avait rencontré Maya qui arrivait alors pour partager nos inquiétudes et entendre la Cour des comptes à la sortie effectivement de l'ordonnance de 2022 et puis concomitamment de la mise en application d'une loi qui datait de 21 mais qui avait été mise en sommeil, enfin en tout cas d'un article de cette loi, la loi dite Rist, dont l'article 33 encadre de manière plus rigoureuse l'intérim médical. Et il se trouve que les deux textes entraient en application simultanément et engendraient un certain frémissement chez l'ensemble des collègues directeurs d'hôpital. Alors, un directeur d'hôpital, ça a l'habitude d'assumer des responsabilités relativement lourdes. C'est pas le seul, bien sûr. Quelques sujets, l'amiante, le suicide de professionnels sur le lieu de travail, le défaut ou l'erreur de soins, les conséquences des cyberattaques et tout le RGPD, l'orthodoxie de l'achat public, les conséquences diverses et variées de pannes et incendies qui sont parfois dramatiques. Les sujets ne manquent pas. L'une des responsabilités les plus essentielles d'un directeur d'hôpital, c'est de tenter d'assurer, même si ce n'est pas lui qui soigne directement, mais la continuité et la sécurité des soins. C'est ce qui nous anime au premier chef. Pardon pour l'orthodoxie des comptes, mais ceci ne va pas sans cela. Alors, en effet, en matière de responsabilité de gestionnaire public, le décret d'application de décembre 2022, il précise que l'imputabilité de la faute grave doit s'apprécier au regard du contexte, du caractère intentionnel et du préjudice en résultant pour les finances publiques. Dans les établissements de santé, ce sont bien les éléments de contexte qui feront, nous l'espérons, sans nous exonérer des responsabilités, un éclairage spécifique, et je me suis reconnue dans certains des éléments de l'exemple cité par Maya quant à la maison de la radio. Le cadre d'exercice hospitalier, donc, qui est un univers complexe, il est aujourd'hui fortement impacté par plusieurs facteurs qui emportent des risques majeurs pour l'exercice de la responsabilité. Bon, la gestion des crises sanitaires répétées, qui se télescopent parfois, Covid et en même temps à gérer une canicule par exemple. Des problèmes de démographie professionnelle majeurs qui impactent
évidemment, les médias s'en font régulièrement les échos, ce qui ne fait pas forcément d'ailleurs du bien à l'hôpital. Mais ces problèmes de démographie, ils correspondent à des évolutions profondes du rapport au travail, rapport à la contrainte en temps, rapport au salaire, rapport à l'autorité. Et concrètement, le chef d'établissement, il doit composer avec la disponibilité des professionnels médicaux et non médicaux. Et l'objectif, c'est de maintenir un service public de prise en charge qui soit sans discontinuité. L'hôpital, c'est H24. Et il se conjugue avec une dimension de plus en plus territoriale, collaborative de la prise en charge, qui a entraîné une réorganisation administrative qui implique les recompositions de responsabilités, groupement hospitalier de territoire, direction commune, groupement de coopération sanitaire. Et puis enfin, le risque de dilution de la prise de décision, qui est assumée en tout état de cause par le chef d'établissement, mais très contingente du corps médical et des élus. Et je ne vous rappelle pas les débats qui ont eu lieu sur la médicalisation de la gouvernance, qui ne s'accompagnait pas de la médicalisation de la responsabilité, en tout cas des comptes de l'établissement. Alors l'ensemble de ces facteurs prédominants, ils confrontent très fréquemment le décideur à des éléments de contexte particuliers. J'avais envie de vous donner comme ça quelques exemples, non pas pour vous faire pleurer, mais pour vous, de manière très concrète, expliquer les situations que vivent les directeurs au quotidien. Elles imposent de trouver des solutions immédiates dans l'intérêt du patient. La période de situation d'urgence a pu transitoirement abolir certaines obligations réglementaires. Et l'instauration du quoi qu'il en coûte a laissé rêver beaucoup de nos décideurs médicaux. Mais en dehors de celle-ci, les décisions à prendre dans l'urgence pour assurer la continuité ou la sécurité ne sont pas rares. Quelques exemples, les postures médicales qui aujourd'hui encore confrontent un directeur ou celui qui agit en son nom de garde à céder à la pression d'un médecin intérimaire qui exige 3 000 € pour effectuer une période de 24 heures à l'hôpital. Rappelons que le tarif autorisé est de 1 300 € et qui, un vendredi soir à 20 h, je vous assure que j'ai vécu cette situation bon nombre de fois, alors que la question est de savoir si le lendemain matin on va être en capacité d'ouvrir les urgences ou la maternité d'un petit établissement qui est dans le groupement que je dirigeais, et donc qui n'accepte in fine vers 21 h de ne se déplacer qu'à 3 000 € pour la période de 24 heures. Ou bien encore, alors certes, ils sont réglementaires aujourd'hui, les traitements qu'on peut proposer aujourd'hui à des praticiens contractuels qui sortent de leurs études, 120 000 € par an, ce qui équivaut en fait au traitement d'un praticien titulaire en fin de carrière, avec tout ce que ça engendre aujourd'hui d'incompréhension dans la sphère médicale et du coup de problèmes démographiques, en tout cas chez la population titulaire. Et ces sujets-là, ils sont récurrents au quotidien. Les directions des affaires médicales sont devenues des directions qui essentiellement négocient les salaires. Alors, autre exemple, le coût des traitements, qui constitue un autre champ de décision complexe que la seule logique financière ne peut suffire à éclairer. Les molécules onéreuses, par exemple, dont il faut décider de la dispensation dans l'heure, lorsqu'un enfant, alors évidemment peu fréquent, mais ça arrive, en tout cas ça arrivait dans le CHU que je dirigeais, un enfant atteint d'amyotrophie spinale musculaire a besoin d'un traitement très onéreux, avec une molécule qui n'est pas fabriquée en France, mais qui coûte 2 millions l'ampoule. Et si on n'administre pas ce traitement à l'enfant, il décède. Et donc la décision, évidemment ce médicament est sous AMM et donc l'hôpital sera remboursé. Il sera remboursé 1 an plus tard. Donc ce sont des sujets qui ne sont pas sans conséquences sur les trésoreries d'établissement. Mais il y a aussi des traitements qui ont une AMM pour certaines indications, qui ne l'ont pas pour d'autres, et où vous êtes confronté par choix médical, et on peut le comprendre, et de toute façon, il ne nous appartient pas forcément d'en discuter, on n'a pas les compétences pour ce faire, d'administrer par exemple les fameuses carticelles pour un sarcome. Ce n'est pas un traitement qui dispose de l'AMM, et malgré tout, vous êtes confronté au choix d'accepter ou pas ce traitement qui coûte 300 000 € par patient. Et donc là aussi, la décision, elle se prend, en tout cas pour ce qui me concerne, je n'ai jamais prise autrement que dans l'intérêt du patient. D'autres situations correspondent à des contextes de trésorerie très dégradés, dans le cadre desquels le directeur doit choisir de payer prioritairement les salaires et les fournisseurs les plus essentiels.
et donc de ne pas payer son URSSAF, de ne pas régler ce qu'il doit à d'autres établissements, même lorsqu'il y a un mandatement d'office, avec évidemment les risques auxquels cela correspond devant aujourd'hui la Chambre contentieuse. La domiciliation à l'hôpital d'associations. Alors, on n'a pas attendu les ordonnances de 22 pour savoir qu'elles faisaient courir un risque de gestion de fait auquel il fallait être très sensibilisé. Les fonds de dotation, un certain nombre de structures de ce type, les associations médicales, elles pullulent dans un hôpital. Et donc, avec tout ce que ça peut comporter, y compris des régularités par rapport au conflit d'intérêts. Et puis, Maya en a parlé, les dérives sur les coûts de la construction qui, singulièrement, entre 2021 et 2023, ont dû à peu près accumuler 30% de majoration. Comment on porte les projets qui sont préparés parfois depuis 10 ans et comment on concilie l'ensemble de ces enjeux avec, malgré tout, l'évolution de l'établissement. Alors, ces situations, elles ne sont pas anecdotiques. On a parlé tout à l'heure de la balance des risques. On est effectivement dans ce registre-là au quotidien, sachant que dans sa position de responsable juridique de l'établissement, le directeur d'hôpital, il est responsable devant les juridictions financières, mais aussi devant les juridictions pénales, devant les juridictions civiles, devant les juridictions administratives et devant la juridiction disciplinaire. Et parfois, certaines situations cumulent l'ensemble de ces mises en cause. Alors la notion de préjudice financier significative, elle peut apparaître tout à la fois comme une sécurité, on va s'en remettre à la justice et à l'appréciation du juge des comptes, mais elle est aussi porteuse de risques, faute de barème d'appréciation plus précis. Alors, dans ce contexte, je me dépêche. Qu'est-ce que malgré tout, on ne va pas se cacher derrière ces éléments de contexte pour se dire que nous avons à continuer de faire évoluer les choses. Donc, les différentes actions qu'on peut mener, c'est le renforcement de la formation des décideurs et de l'ensemble des intervenants. On a parlé tout à l'heure de la jurisprudence du centre hospitalier Marie-Galante qui a mis en cause un attaché. Et donc, cette formation, elle est essentielle. Elle n'est peut-être pas suffisamment présente dans nos formations initiales non plus. Le renforcement du dialogue et de la collaboration avec les comptables assignataires. Je dois dire depuis que je suis au CNG que c'est plus simple d'avoir un comptable in situ que d'avoir un comptable assez éloigné de l'établissement. La collégialité de la décision, mais on ne réunit pas un conseil de surveillance ou un directoire à 20h le soir pour décider ou pas de payer l'intérim au prix exigé. Donc, vive recommandation aux directeurs de tracer au maximum les justifications de leurs décisions. L'information de l'Agence régionale de santé, qui est fondamentale. Elles sont en responsabilité de l'organisation de l'offre des soins au niveau de la région et des territoires. Maintenir ou pas une offre de soins leur appartient. Obtenir des lettres de couverture n'est pas toujours une affaire complètement simple. Mais on comprend aussi que lorsque ces lettres de couverture sont signées, elles mettent en cause ensuite la responsabilité de l'ARS. La mise en place du contrôle interne, on en a parlé bien sûr tout à l'heure, elle est encore peu développée au sein des établissements hospitaliers. Rappelons-nous que le plus haut niveau de l'État a demandé en début d'année qu'on diminue les effectifs administratifs pour augmenter les services les effectifs au lit du patient. Donc la mise en place du contrôle interne n'est pas forcément chose aisée dans ce cadre-là. Gageons que la mise en place des groupements hospitaliers de territoire permette de décliner une organisation au niveau d'un ensemble. Et puis la certification des comptes, auxquels sont astreints un certain nombre d'établissements en fonction de leur volume financier, et probablement également quelque chose qui doit se diffuser dans les établissements. Voilà. Alors, dans cet ensemble complexe, vous avez compris ce que devait conjuguer un directeur d'hôpital, et pardon d'avoir été peut-être trop pragmatique. Mais c'était le point de vue des acteurs que vous me demandiez d'expliquer. On va être très attentif à la jurisprudence de la Chambre contentieuse. Merci. Je pense que nous n'avons rien à vous pardonner du tout. C'était exactement ce qu'on attendait et je pense que ça permet justement d'illustrer toutes les difficultés. On avait déjà eu un premier aperçu. On a maintenant le vote. C'est très intéressant. Je ne vais pas prendre plus de temps. Je vais passer tout de suite la parole à Madame Mahieu. On laissera le mot de la fin au magistrat financier. Merci beaucoup.
Alors, unique représentant des comptables dans cette instance, je vais considérer que le comptable se réjouit de ne plus être le seul sur la tête de laquelle le sombrero peut finir par se poser, mais néanmoins, il sera solidaire de ses camarades et ça ne le dispense pas de se préoccuper de l'efficacité et de la qualité de la part de gestion qui lui incombe en propre. Alors, pour le dire plus sérieusement, la responsabilité du gestionnaire public, elle affirme hautement et clairement l'unité de la chaîne de traitement de la dépense ou de la recette. Cette unification, sous un régime de responsabilité commun, elle va avoir un premier effet qui est effectivement d'avoir à travailler de manière la plus efficace possible sur des processus qui s'enclenchent chez l'ordonnateur et se terminent chez le comptable. Parce que l'unification de la responsabilité n'a eu ni pour objet ni pour effet de faire disparaître cette summa divisio entre l'ordonnateur et le comptable, même si beaucoup de ce que nous faisons démontre que ces contours sont finalement relativement flous. Alors, ce partage de la responsabilité, il implique à l'évidence un partenariat sur la gestion de la chaîne. Alors, ce partenariat, les comptables en ont l'habitude, ils l'ont mis en œuvre à travers différents processus, que ce soit la restitution des résultats du contrôle vers les ordonnateurs, que ce soit la mise en place de contrôles allégés partenarial, mais à l'évidence, c'est un domaine dans lequel, et ce qu'évoquait Mélanie Joder dans son propos en est pour nous évidemment la feuille de route que nous devons décliner au niveau territorial, en mettant en synergie ce qui se passe au niveau du contrôle financier régional, comme ce qui se passe au niveau de l'exécution comptable de la dépense publique, ce qui n'est plus du CF, mais ce qui est la partie des GFIP de l'exercice, et arriver à retravailler avec les ordonnateurs sur ce que nous pouvons observer et comment nous pouvons essayer de les accompagner dans la mise en place de démarches de contrôle interne. L'élément, de mon point de vue, le plus important, culturellement, qui va résulter de ça, c'est un repositionnement dans l'ordre des priorités d'un certain nombre de questions. Parce que nos camarades ordonnateurs ne sont pas comme nous monophasés sur une fonction financière. Globalement, ils produisent du service public. De ce point de vue-là, Maya a 1000 fois raison. Ils produisent du service public. Leur priorité, c'est in fine, quel est le service qui est rendu à l'usager. Ils produisent de l'accompagnement social, ils produisent de la sécurité, ils produisent de l'enseignement. Le reste n'est qu'un moyen et ça n'est pas une fin en soi. Et souvent, lorsque nos interlocuteurs ordonnateurs, c'est en fait une collectivité à laquelle le comptable n'a pas totalement accès. Assez naturellement, il va discuter avec des directeurs administratifs et financiers, mais les acteurs métiers, que ce soit dans les ministères ou que ce soit dans les collectivités locales, qui sont des acteurs fondamentaux de la gestion publique et donc quelque part de la chaîne d'action et de responsabilité que nous évoquons, sont des gens qui sont beaucoup plus distants. Et nos partenaires des directions financières sont souvent, à cet égard, rappelons-le, des acteurs faibles. Donc nous avons besoin, pour agir, et nous espérons que la mise en exergue de cette responsabilité contribuera à renforcer les acteurs financiers dans la repriorisation de ce type de préoccupation, parce que nous avons à administrer des processus communs avec des outils qui parfois sont très intégrés, comme c'est le cas pour l'État, mais parfois sont en fait assez faiblement intégrés quand nous sommes dans le champ des collectivités locales, voire de l'hôpital, avec du coup de très sérieuses difficultés pour faire percoler jusqu'à l'outil final utilisé par le métier un certain nombre d'enjeux qui peuvent être les nôtres. Donc, à l'évidence, favoriser la responsabilité de chacun, c'est développer du partenariat. Et ça ne peut être que la logique dans laquelle nous nous situons. Mais néanmoins et en outre, nous ne pouvons pas ignorer dans cette affaire nos responsabilités propres. Et je rebondirai là encore sur quelque chose qui a beaucoup été évoqué, qui est la culture du risque. Soyons francs, dans le monde public, la culture du risque est tout ce que vous voulez, sauf naturelle. Autant on peut considérer qu'elle est
volontiers mise en exergue dans le monde de l'entreprise, parce que le risque a comme corollaire le succès et que ça se mesure monétairement. Autant dans le cas de la gestion publique qui nous occupe, l'approche est massivement juridique, basiquement exhaustive, et l'idée qu'il y ait des phénomènes négligeables ou de l'erreur acceptable est inexplicable assez largement et très rapidement à l'opinion publique et aux politiques. Et donc, ce à quoi nous sommes confrontés, c'est qu'au-delà de toutes les belles paroles que nous échangeons là, dans la vraie vie pratique, peut-on imaginer que quelque chose, je ne parle pas d'échec, je dirais que ça n'a pas marché, est quelque chose qui est admissible sans faute. En tout cas, pour les praticiens que peut être une DRFIP, c'est-à-dire quelqu'un qui a fondamentalement à structurer dans des services nombreux, avec in fine, au bout du compte, des agents de catégorie C qui interviennent sur des applications informatiques qui sont ce qu'elles sont. C'est donc un processus de masse. Comment va-t-on organiser et structurer un processus de masse auquel on demande à la fois de la performance, de l'économie de moyens et de la qualité? Et c'est cet exercice que nous nous efforçons d'équilibrer avec l'idée qu'il n'y a pas pour nous une rupture épistémologique entre la responsabilité managériale et la responsabilité juridictionnelle. Fondamentalement, il nous appartient d'assurer cet équilibre et théoriquement, la responsabilité juridictionnelle ne devrait traiter que les cas aberrants que nous devrions arriver à éliminer, et pas les cas normaux qui vont relever avec des gradations plus ou moins variables, plutôt de la responsabilité managériale dont nous rendons compte à nos donneurs d'ordre, que sont, pour une entité subordonnée comme une DRFIP, les administrations centrales. Mettre en œuvre le contrôle interne, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire d'abord faire des choix. Ça veut dire choisir expressément, le porter et le dire à nos services. Donc, dans mon cas, une kyrielle de SIP, de SIE, de SDE, de SPF, de gens en charge de la dépense, enfin de toute une brouetée de braves gens qui exercent chacun de nos métiers. Quelles sont les priorités dans les diligences que nous allons leur demander de faire? Qu'est-ce que nous leur demandons de faire en tout état de cause? Qu'est-ce que nous leur demandons de faire? S'ils ont le temps, c'est bien. S'ils n'ont pas le temps, c'est pas grave. Et qu'est-ce que nous leur disons de en tout état de cause, on laisse tomber? Et on ne s'en occupera plus, et c'est ça la gestion par les enjeux. Ils sont sceptiques. Pour l'instant, en nous disant, elle est bien brave, la petite dame, elle me dit ça, mais quand ils vont passer derrière, les autres, est-ce que vraiment les trucs qu'on n'aura pas regardés, ils vont nous dire qu'on avait le droit de ne pas les regarder? Oui, 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 on vous dit que vous avez le droit. Ils sont sceptiques, ils sont sceptiques. Et les premières décisions de ce point de vue-là vont être aussi fortement lues à cette aune-là. C'est-à-dire, est-ce qu'on continue à s'occuper d'affaires petites et très juridiques, ou est-ce qu'on s'occupe d'affaires à plus gros enjeux? Donc, premièrement, c'est faire des choix. Deuxièmement, après, c'est demander aux acteurs qui portent ces choix, donc dans mon cas, ça fait genre 4000 personnes au bout du compte, de vérifier à leur niveau, par l'effet du contrôle interne, que ces choix, la politique qu'on leur demande de mettre en œuvre, est effectivement assurée. Et ça, c'est une deuxième révolution culturelle forte, parce que la culture de l'exécution est forte, la culture du contrôle interne est perçue comme assez largement une charge supplémentaire qui s'ajoute, et le feedback élégant et vertueux, contrôle interne, indice, ajustement, machin, ça marche très bien dans la théorie. Dans la vraie vie, ça peut être effectivement un chouïa plus rugueux, et un chouïa plus difficile à positionner, et c'est vrai que même pour le contrôle interne, dire à vos chefs de service, ce serait bien que le contrôle interne, vous ne fassiez pas ça pendant les vacances d'été et les vacances de Noël, parce qu'il y a une petite pause, donc vous en profitez pour faire tous vos tirages et tous vos contrôles internes, mais d'un point de vue statistique et d'analyse sur la durée de l'année de l'efficacité de ce qu'on fait, c'est un peu biaisé. Ça n'est pas forcément, même si on en plaisante, si facile que ça. Ça veut dire aussi des outils. Parce que dans la vraie vie, nos processus de masse, ils sont portés par des outils qui s'appellent Chorus pour la dépense au sein de l'État, qui ont toutes sortes de jolis noms dans le cas des collectivités locales, avec au bout Helios. Et ces outils, ils ont des caractéristiques.
qui font qu'ils sont ou ils ne sont pas requêtables. Vous pouvez ou vous ne pouvez pas aisément vous dire, vous disposez des éléments vous permettant de bien choisir ce que vous allez choisir de faire. Et si vous voulez après savoir si vous avez bien fait, sauf à ce que vous ayez pensé à garder tous les bouchons de bouteille, et donc à demander à des gens de bâtonner si votre applicatif ne vous rend pas compte de la situation antérieure, globalement, votre feedback reste quand même extrêmement biaisé. Et soyons francs, nous avons aujourd'hui, face à cette culture du risque, à travailler avec des outils qui sont beaucoup plus structurés sur des logiques de flux et des logiques de production continue qu'ils ne sont structurés sur des logiques d'analyse a posteriori et quelque part de vérification et de feedback. Ce qui veut dire qu'une partie des progrès que nous pourrons faire vont avoir une temporalité qui va être aussi commandée par la séquence d'évolution de ces outils. Supervision, ça veut dire aussi repositionnement du rôle et des responsabilités de chacun. Ça veut dire que dans une DRFIP, les divisions, animer et piloter un réseau, c'est assumer d'être leur chef, ce qui est pas toujours très facile, ou pas toujours très cosy, ou pas toujours très câlin, mais c'est aussi, à un moment, obtenir qu'on ait des éléments d'analyse, des éléments de gestion de la connaissance, parce que derrière, il y a effectivement de la qualification à la clé. Ça veut dire qu'on est capable de se demander comment on apporte l'appui technique dont peuvent avoir besoin nos services, et que du coup, nous avons cette capacité de repositionnement et de requalification. Ce qui est un exercice de conduite du changement qui lui aussi prend un certain temps et est un vrai enjeu de la gestion publique de demain. Et puis, la boucle ultime qui sera dans la prestation managériale va dépendre de l'honnêteté intellectuelle incertaine de nos donneurs d'ordre. Demander à un ministre d'assumer le risque que quelque chose ne marche pas. C'est pas si facile, mais c'est pas si facile non plus quand vous le demandez à votre directeur. Donc vous pouvez dire qu'il est substantiellement plus proche de vous, mais dans la réalité, c'est une des questions, une des vraies questions qui va nous être posée à un moment, c'est-à-dire est-ce que nous pouvons admettre que dans l'action publique, nous savons distinguer la faute et la faute grave de la prise de risque, et jusqu'où acceptons-nous que le risque zéro n'existe pas. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je pense qu'il y a beaucoup de messages qui sont passés. On verra si ça atteint sa cible. Le dernier propos, Monsieur Glimet. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Le nouveau régime de responsabilité, c'est un régime de responsabilité individuelle. Cela suppose donc d'identifier des personnes qui ont commis des infractions. Alors pour le juge financier, la situation idéale, c'est que l'irrégularité, elle s'incarne dans un acte juridique, une délibération, un contrat qui est signé par une personne. Mais malheureusement, dans la plupart des cas, la décision publique, elle est complexe, elle fait intervenir plusieurs personnes, elle s'étale dans le temps. On a parlé de grands chantiers de bâtiments, de grands chantiers numériques. Donc le juge financier est en général confronté à un processus assez compliqué pour déterminer l'imputation des responsabilités. Et cette imputation, elle se pose particulièrement, je dirais, de deux façons. D'une part, vis-à-vis des personnels qu'on pourrait qualifier d'exécutants, et d'autre part, vis-à-vis des dirigeants. Alors, vis-à-vis des exécutants, le premier nom qui apparaît quand on procède à une instruction, c'est horrible à dire, mais c'est le cas, c'est la personne qui a cliqué dans Chorus ou dans Y2 pour M. Cotte sur la liquidation ou l'ordonnancement d'une dépense. Évidemment, cette personne, elle a souvent un rôle assez subordonné dans une structure
et le juge financier va devoir reconstituer ce qu'il s'est passé. Et vis-à-vis du personnel exécutant, comme l'a rappelé Nicolas Grosper, il y a toute une jurisprudence qui vise à apprécier la marge de manœuvre qu'avait cette personne, savoir si elle avait d'abord une marge d'appréciation, savoir si elle avait un ordre écrit. Bien souvent, on n'a pas d'ordre écrit. Et comme l'a rappelé Madame Allard, le nouveau régime, lui, fait état, permet d'invoquer des instructions préalables. Mais évidemment, le juge financier va devoir reconstituer la réalité derrière une simple vision extrêmement matérielle pour déterminer l'imputation. Alors évidemment, l'exécutant n'est pas toujours innocent. Et on a fait état de récentes décisions de la Chambre du contentieux, mais je me souviens d'une décision concernant France Télévisions où on voyait bien que certes les dirigeants avaient été condamnés, mais aussi l'exécutant qui était chargé d'apporter au contrôleur financier pour visa certaines décisions et qui avait joué un rôle, et c'est toute la valeur ajoutée de l'instruction du juge financier, où on voyait bien que l'exécutant, alors je sais bien que Nicolas nous a dit qu'il n'y avait pas de complicité dans notre ordre de juridiction, mais avait sa part dans la commission de l'infraction. Donc, c'est à nous d'apprécier et d'apprécier avec le plus d'équité possible pour ne pas sanctionner des gens qui, en réalité, n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre par rapport à leur hiérarchie. À l'autre extrême, il y a le cas des dirigeants. Alors là, les dirigeants, en général, ce qu'on leur reproche, c'est de ne pas avoir agi. C'est d'avoir manqué à leur devoir de vigilance vis-à-vis des actes de leurs collaborateurs, de contrôle et, je dirais surtout, d'organisation. Et là, il y a une jurisprudence très constante de la CDBF que l'on retrouve dans l'ordonnance de 2022, qui est l'obligation de mettre en place un cadre de nature à permettre le respect des règles. Et comme moi, j'ai longtemps été affecté à la chambre qui contrôlait des entreprises culturelles et audiovisuelles, j'ai souvenir d'audiences publiques où des artistes ou des journalistes vous disaient « Et moi, monsieur, vous savez, les marchés publics, je n'y connais rien. » Alors évidemment, on ne les a pas choisis pour connaître et être un expert en commande publique. Bien évidemment que non. Mais ce qui est demandé dans ces cas-là à ces dirigeants, c'est de recruter des gens qui connaissent la commande publique, de s'assurer que dans leur système de contrôle interne, il y aura des alertes si les marchés publics ne sont pas passés selon les règles. Et donc on voit bien qu'il y a tout un espace extrêmement riche pour le juge financier qui n'est ni l'espace du droit pénal, ni l'espace du droit et du disciplinaire, qui est en fait l'espace de la faute grave de gestion, qui est une responsabilité managériale. Et je crois que toute la difficulté, c'est d'identifier effectivement avec le plus de contradictoire et le plus de collégialité possible le bon niveau de responsabilité. Je vous remercie.